les bêtisiers. Tu viens de mes abeilles? J'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Cédric dans une formation, il y a déjà maintenant près de 2 ans. J'ai beaucoup apprécié tes idées, ton histoire, ton parcours et j'ai très envie de le partager avec les personnes qui regardent cette vidéo. D'une part pour les inspirer, mais aussi pour comprendre que c'est possible. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu qui tu es? Ah bah avec grand plaisir. Qui suis-je? C'est un mystère pour beaucoup de gens et peut-être pour moi-même aussi. Je suis d'abord un amoureux de la nature. Et puis j'ai aussi la chance dans ma vie de vivre comme les chats plusieurs vies. Professionnelles, plusieurs vies amoureuses, plusieurs vies de santé aussi, parce que j'ai eu quelques couacs au niveau santé, assez graves d'ailleurs, et des accidents aussi. Mais comme plein de gens finalement. Mais je crois que pour moi l'important c'est qu'est-ce que je fais de tout ça. Et puis surtout c'était quoi les signaux et les messages. Et donc la question était-je à l'écoute des messages et comment profiter de ces événements pour m'aligner sur finalement mon destin, quoi. Voilà. Le destin, c'est un bien grand mot, surtout quand on n'est pas encore familiarisé avec ce genre de vocabulaire. Mais est-ce que c'était déjà comme ça que tu percevais ce vocabulaire justement à l'époque où tu t'es posé ces questions, entre un avant et un après? C'est-à-dire que depuis environ, moi j'ai 52 ans, donc ça fait plus de 35 ans que je me pose des questions, pourquoi je suis sur cette planète, qu'est-ce que je viens y faire. Voilà, il y en a qui ne se la posent jamais, il y en a qui se la posent tout le temps. Et il n'y a pas de jugement là-dessus d'ailleurs, chacun son chemin. Mais chez moi c'était une obsession, c'est quoi mon chemin, c'est quoi ma mission, pourquoi je suis ici. Et ça m'a taraudé pendant plus de 35 ans et ça me taraude beaucoup moins aujourd'hui. Mais ça a été une grosse question existentielle, c'est quelle est ma place? Voilà. Et ça, je crois que tout le monde peut se poser et comprendre cette question. Il y en a certainement nombreuses personnes qui se posent la même question en tout cas. J'espère. J'espère parce que je pense qu'aujourd'hui la planète a besoin d'avoir des gens qui se posent des questions. On est dans une planète aujourd'hui qui ressemble aussi à l'humanité. Donc c'est-à-dire avec ce qu'elle a de meilleur et de moins bon. Et il y a beaucoup plus d'ailleurs de meilleurs qu'on ne le pense. Mais je pense que quand le meilleur prendra le pas sur ce qui est plus sombre, on aura des gros basculements de civilisation, comme on en a depuis quand même des milliers d'années. Mais celui-ci est quand même critique, puisqu'on est quand même au port de la 6e extinction de l'espèce. Et on doit agir. On est, je pense, incarné ici pour agir. Donc au moment où ces questions sont devenues, ont commencé à prendre beaucoup de place pour toi, est-ce que tu as donc mis en place des changements dans ton quotidien, puisque tu pourras nous expliquer ensuite où on est et ce qui se passe ici, mais je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. Non, mais j'ai envie de te dire que pour ceux qui se posent des questions, quelle est leur place sur cette planète, ou pourquoi ils sont là, pourquoi ils vivent là où ils vivent, pourquoi ils vivent des galères amoureuses, financières, de santé, etc. Que c'est normal de se poser des questions. Je veux dire, ils font partie en tout cas d'une famille que moi j'aime bien, parce que moi j'aime beaucoup, comment dirais-je, être en lien avec les gens qui se posent des questions. Et je pense qu'on ne peut pas forcer les gens à se poser des questions. Mais pour ceux qui s'en posent, je trouve que c'est intéressant d'offrir un cadre bienveillant pour pouvoir cheminer sur le questionnement personnel et de savoir comment on peut agir sur cette planète et être en adéquation et en alignement par rapport à à notre âme. Hein, même si c'est un mot qui paraît extrêmement éthérique ou abscon pour certains, voire même profondément spirituel, mais je pense qu'on est vraiment des êtres spirituels. Même pour ceux qui ne veulent pas l'être, je vous annonce que vous êtes des êtres spirituels, je suis désolé de vous l'annoncer. Ou c'est une excellente nouvelle pour ceux qui ne le savaient pas, et même une excellente nouvelle pour la confirmation de ceux qui pensaient qu'ils l'étaient. Mais je parle de spiritualité ici, je ne parle pas de religion. Je parle ici de connexion à cette graine de poussière que nous sommes dans ce cosmos. Hein, parce que la vie est un miracle absolument incroyable. Cette planète est un miracle, quand on y réfléchit, absolument extraordinaire. On a souvent tendance à se percevoir comme étant hors de cette nature, justement, comme étant indépendant de cette nature. Je dirais que ça, c'est la conséquence de ce que la planète vit aujourd'hui, c'est cette déconnexion
de l'humanité avec le monde du vivant. Pas pour tout le monde, il y a des gens qui sont encore terriblement en connexion avec le vivant, avec le monde du visible et de l'invisible. Et puis, voilà, mais l'univers est construit avec ce que j'appelle des effets boomerang, des effets de balancier. Donc, ça part dans un sens, mais ça revient toujours de l'autre sens. Donc, d'ailleurs, si on observe bien la nature, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure de la permaculture, tout est cycle, rythme et pulse. Tout est pulse. Notre cœur pulse, la respiration c'est un pulse, le mouvement est une pulsation, il y a toujours des mouvements. D'ailleurs le cœur c'est une très belle métaphore parce que le cœur envoie, reprend, envoie, reprend. Une forêt fait la même chose, elle reprend, elle rejette, elle reprend tous les 24 heures. Et quand on regarde ce qu'on appelle les patterns en permaculture, je fais une digression, mais c'est pour dire que tout est cycle et nous sommes intégrants de ces cycles. C'est-à-dire que si on résiste à ces cycles, ça crée de la souffrance. Et peut-être qu'être dans ce qu'on appelle en anglais le flow, dans le flux du cycle, c'est là finalement qu'on peut avancer avec, en consommant moins d'énergie en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu me suis. Tout à fait. Quand je suis parti. C'est justement, lorsqu'on s'est rencontrés dans cette formation, tu vas peut-être pouvoir donner un petit mot sur ce type de formation que tu donnes, entre autres. Mais ça mettait effectivement beaucoup de vocabulaire sur des choses qui me semblaient évidentes et pour lesquelles je n'avais pas encore forcément de description. Alors une fois passé justement le cap de la description, c'est en particulier agréable de le vivre et de rentrer dans l'action. Mais justement, voilà. Justement puisque tu parles de ce stage qui est un stage pour donner un cadre aux personnes qui souhaitent préciser un petit peu pas leur chemin de vie, parce qu'on est sur notre chemin, mais qui souhaitent peut-être être plus en cohérence avec ce que j'appelle la voie intérieure, c'est-à-dire l'être profond que nous sommes en fait. Pas spécialement l'être que nous sommes devenus au travers de notre éducation, mais l'être profond que nous sommes même avant d'être nés, c'est que nous sommes venus, à mon avis, pour agir. On est venu pour agir, ou sinon on serait peut-être incarné sous une autre matière. Et si on est là pour agir, eh bien justement la question c'est on agit comment? Voilà. Et ce stage était effectivement pour donner quelques clés pour aller vers peut-être une vie plus légère, avec plus surtout une chose qui me tient fort à cœur, c'est plus d'enthousiasme et plus de joie. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école justement. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut perdre à l'école. Moi j'ai perdu ma joie à l'école en fait. Tous les enfants ont de la joie. Si on observe des enfants, des bébés, voilà. Quand je regarde un adulte, je me dis, il était comment quand il était petit? Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours de vie pour que la tristesse prenne le pas, hein, ou le côté sombre prenne le pas sur l'enfant intérieur qui est toujours là, parce que cet enfant intérieur, nous l'avons tous, mais qu'est-ce qui fait que dans le parcours de cet être humain-là, de cet homme, de cette femme, qu'est-ce qui s'est passé pour donner qu'il y ait une déconnexion avec la joie et notamment avec la créativité existentielle, c'est-à-dire ce qui nous fait avancer. Et heureusement, il y a pas mal d'adultes qui ont cette joie, qui ont cet enthousiasme, j'appelle ça la brillance de l'enfance, et moi j'aime bien la réactiver. Toi aussi d'ailleurs, tu es une grande spécialiste de la réactivation de l'enfant intérieur, parce que je pense que la vie, on peut la jouer comme un grand jeu, mais alors autant que ce soit un jeu où il n'y a pas de perdant, pas de vainqueur, mais tous, je pense, à notre place pour nous servir mutuellement. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui ne fait pas de l'ordre de la croyance du monde économique aujourd'hui. En tout cas, on n'en prend pas conscience. C'est qu'on est dans un monde où on peut très bien, on a le droit de gagner notre vie, mais en étant au service de quelque chose, et de soi, des autres, de notre famille, et gagner notre vie correctement par rapport à nos aspirations personnelles aussi, quoi, voilà. Mais la joie et l'enthousiasme, pour moi, c'est le moteur clé de la réalisation personnelle. Alors, mais justement, qu'est-ce qui, toi, te donne cet élan? Qu'est-ce qui t'apporte cette joie? Quel est ton véhicule de joie? Écoute, alors, je crois que c'est un mystère parce que je ne peux pas donner une raison précise. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un mimétisme familial? C'est vrai que j'ai un papa qui est un homme qui est assez drôle, qui est assez exubérant. Donc peut-être que j'ai pris aussi
cette qualité-là chez lui. Voilà, et je pense qu'il y a aussi une part de mystère. Hein, pourquoi certains ont plus de joie que d'autres, etc. J'ai aussi peut-être un parcours de vie qui m'a permis de cultiver cette joie et cet enthousiasme, et surtout la créativité. Très jeune, par pas mal d'activités où j'ai fait beaucoup de peinture, beaucoup de dessins. J'ai passé... Oui, ben voilà, c'est la joie est partagée chez nous. Merci le coq. Et ben, il faut dire que je le comprends, il est entouré de plein de poules. Et j'ai passé aussi plus de 16 à 17 ans de ma vie dans la nature. J'ai été immergé dans la nature une bonne partie de ma vie. Et je crois, ou j'ai presque même la conviction, c'est une source de joie, c'est la connexion à la nature. Parce que l'émerveillement de la nature, et puis j'ai eu cette chance de vivre dans un endroit très très beau, intact pendant longtemps, avant qu'il soit urbanisé aujourd'hui, et ça m'a profondément marqué. Peut-être que ce contact à la nature a aussi à garder un contact avec mon enfant intérieur, puisque c'était un grand jardin très créatif où j'ai pu m'exprimer, et entretenir ça. Et d'ailleurs, comme j'étais scolarisé en ville, j'étais un des rares de mon école à être un enfant de la campagne. Très intéressant. J'étais éduqué à la campagne et j'étais scolarisé en ville, mais le soir je retournais dans mon jardin d'Éden, dans ce paradis vert, qui a retardé à mon avis ce système que j'appelle de pollution systémique qu'on peut avoir dans l'éducation nationale, puisque ça aussi c'est un sujet qui me tient fort à cœur, c'est la souffrance à l'école. L'école, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, elle n'est pas adaptée au développement de l'être humain, elle est au service de l'intellect de l'humain. Et voilà. Je pense que ça aussi c'est un débat. Si je commence sur ce sujet, je suis totalement intarissable. Et d'ailleurs j'ai mis un peu de sous récemment dans un film qui s'appelle Mauvais élève. Oui, j'ai vu ce film. Tu sais que c'est aussi un sujet que je trouve très important. Voilà, j'ai voulu donner un petit coup de pouce à la coproduction de ce film. Et ça m'a fort touché de voir qu'on est des milliers, des centaines de milliers, voire des millions à avoir souffert pendant toute notre enfance, d'avoir été assis à l'intérieur, alors que l'école, pour moi, voilà, tu vois, ça c'est mon école de vie, et je le partage avec pas mal de gens qui, adultes sur le tard, se reforment, il n'est jamais trop tard pour se former, pour réapprendre comment revenir à l'essentiel au travers de la nature, et grâce à la nature, quel que soit votre métier, on peut être notaire, médecin, avocat, mais peut-être être en lien avec le monde du vivant, pour être utile dans nos métiers aussi, voilà, et pas être un prédateur dans nos métiers. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier justement ? Mais justement, je ne peux pas te mettre un mot précis sur mon métier. D'abord parce que j'ai fui le monde des étiquettes. Moi, je suis autodidacte, pur jus. Mais aujourd'hui, je suis devenu un paysan fermier, formateur, permaculteur, apiculteur, éleveur. Donc une sorte d'hybride, mais dont la mission est d'une part, nourrir mon village, de nourrir ma famille, mes amis, mes voisins, de la manière la plus originelle possible. Et donc ici, bien sûr, dans cette propriété, il n'y a absolument pas d'intrants chimiques, jamais, il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais. Et même en étant biodynamie, donc on travaille sur des aspects beaucoup plus fins de l'aspect culturel. Donc on fait du maraîchage, on fait du fruit, on fait du légume. Et surtout, j'ai développé un pôle formation dans le cadre de la ferme ici, qui est ce qu'on appelle une ferme d'avenir, ou une ferme paysanne à vocation post-pétrole aussi, donc une ferme qui parvient à être autonome ou de plus en plus autonome d'un point de vue énergétique, pour permettre aux gens qui sont en transition de vie de se poser, de s'inspirer et de réapprendre en fait des choses essentielles. Et je pense que la capacité à pouvoir reproduire sa nourriture soi-même, c'est une jubilation extraordinaire. Et pour ceux qui sont forts dans l'instinct de survie, parce que je pense que ne pas pouvoir produire sa nourriture peut être aussi une énorme dépendance. Une grosse source d'angoisse pour nombre de personnes de cette génération. Oui, et donc donner des clés pour pouvoir produire partiellement son alimentation, c'est une clé qu'on peut aussi acquérir ici. Notamment, il y a plein d'autres choses, et aussi le savoir-vivre ensemble. Le coopératif est aussi une clé de levier important sur la transformation de la société aujourd'hui. C'est comment travailler en équipe. Mais pour travailler en équipe, il y a aussi un prérequis, c'est de faire un travail sur soi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que faire un travail de développement personnel ou de croissance personnelle, comme le dit Jean-Jacques Crèvecoeur,
c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai envie de poser aux gens, c'est si vous n'êtes pas là pour travailler votre croissance personnelle, vous êtes là pour quoi? On est là pour apprendre, on est là pour évoluer, mais si on n'est pas là pour apprendre et évoluer, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que prendre. Mais une des grandes joies de l'humain, c'est aussi de donner et c'est de rendre. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages, de mails ou de commentaires où les personnes d'un certain âge se disent ben voilà, il est trop tard pour moi, je n'ai pas, ou alors je ne suis pas capable. Oui. Sur ce sujet, j'ai pas mal de partage à faire. La première chose, c'est qu'il y a des gens qui m'appellent et qui me disent voilà, j'ai 65 ans, c'est marrant, c'est une barrière. J'ai 65 ans et la formation en permaculture, je veux la faire maintenant. Demain, ça sera trop tard pour moi. Donc je me débrouille pour essayer de les intégrer, même quand les formations sont complètes, j'essaie de les intégrer parce que je sens qu'il y a vraiment une urgence. On vient d'avoir il y a quelques jours une inscription d'un monsieur de 81 ans. Bon voilà, ça sera le doyen de la formation, c'est assez exceptionnel. Et je rencontre beaucoup de gens qui sont notaires, médecins, avocats, traders financiers, qui ne sont pas bien dans leur métier. Ils ne sont pas bien, ils se rendent compte que généralement entre 40 et 50 ans, il y a beaucoup de transformations à ce niveau-là. Et en fait, ils réalisent qu'ils peuvent revenir. Il n'y a plus de honte aujourd'hui à sortir de l'identité, de l'étiquette de la profession. Il y a beaucoup de professions où on s'identifie au niveau de l'ego. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes font inconsciemment des études parce qu'on veut devenir ingénieur. Mais je préfère avoir des gens, des futurs ingénieurs qui deviennent herboristes que des ingénieurs qui sont mal dans leur peau. Et je dis ingénieur, ça peut être agronome, ça peut être médecin, ça peut être n'importe quoi. Et ce qui je trouve très intéressant dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire un cursus universitaire, des études supérieures, être autodidacte. Et en cours de vie, on envie de dire, voilà, j'ai fini un cycle, j'ai envie de faire autre chose. Et dans mes formations, j'ai des gens, c'est extraordinaire, des gens qui ont fait des métiers divers et variés, des métiers même prestigieux, mais qui, et je prends un exemple, c'est trader financier. Parce que j'ai de plus en plus des gens qui ont travaillé dans la haute finance, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui réalisent par une prise de conscience que finalement, soit ils nourrissent un système qui est inique, qui n'a aucun avenir pour la planète, soit parce qu'ils deviennent papa ou maman et ils se rendent compte que finalement, on peut faire encore mieux. Et ce que je trouve merveilleux, et je le dis à tous mes élèves, quel que soit le métier que vous ayez fait dans votre vie, même si vous avez l'impression que ce métier n'avait pas de sens pour vous, eh bien, toutes les compétences acquises vont être au service de votre futur métier, de ce que vous allez développer. Ouais. Et ça, je trouve extraordinaire. Moi, j'ai fait des métiers jadis, il y a 30 ans, où je me demandais ce que je faisais là, dans le marketing, la pub, la vente. Et je me dis que heureusement que ces compétences-là sont au service d'un projet aujourd'hui qui nourrit ma mission et qui est aussi un projet qui permet aussi aux gens de s'inspirer eux-mêmes par rapport à comment corriger un axe de vie vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour eux et qui les met en joie et qui donne de l'enthousiasme. Parce que pour entreprendre des projets notamment, il faut de l'énergie. Et pour avoir l'énergie, eh ben, l'énergie c'est la joie et l'enthousiasme. Et en plus j'ai envie de donner une clé aussi qui me passe par là, c'est que quand on a la joie et l'enthousiasme et qu'on sent sa direction, eh bien, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe. C'est l'évacuation des peurs et des angoisses. Quand on est sur son axe de vie, quand on est vraiment dans sa mission de vie, il y a un phénomène qui se passe de clarté, de clairvoyance, qui fait qu'automatiquement, les peurs et les angoisses vont s'estomper et complètement disparaître, et notamment au niveau financier. Des projets comme ceux-ci sont des projets qui sont assez énergivores au niveau financier. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie est au service des solutions pour trouver des réponses aux besoins financiers pour développer ce genre de projet. Mais il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus place à l'angoisse, il n'y a plus place à la peur. C'est un phénomène extraordinaire qui peut, mais je parle au niveau financier, on peut le faire au niveau amoureux, on peut le faire au niveau santé, on peut le faire au niveau profession. C'est extraordinaire, quoi, ce phénomène d'équilibrage. Au plus on est sur l'axe, au moins il y a de peur. Et s'il y a des peurs et des angoisses, parce que je suis entouré, je rencontre beaucoup de gens en coaching notamment, qui ont des angoisses existentielles quotidiennes, j'ai envie de leur dire, ok, accueillez, mais c'est quoi le message? D'observer consciemment ce qui se passe. C'est quoi le message? Et perdez pas de temps avec ça, parce qu'effectivement, environ 95% des gens sur le lit de mort ont des regrets. Et donc, ok, il y a des moments où dans la vie, c'est plus compliqué, il y a des épreuves, mais c'est quoi le message? Il y a un message. Voilà. Et là, justement, c'est de décoder ces messages, comme les gens qui décodent les rêves, par exemple. Bon,
bon, moi j'aime bien, moi je suis un rêveur conscient, donc éveillé, donc, enfin éveillé dans le sens où je rêve, je fais ce qu'on appelle, je rêve de manière éveillée, réveillée. Et j'aime bien décoder et poser des questions souvent, c'est comme ça que je fonctionne beaucoup en coaching bien sûr, c'est poser des questions, c'est quoi le message? Si j'étais médecin par exemple, je vais faire quelque chose qui est... J'étais gravement malade, donc j'ai été vraiment une partie de ma vie maltraité par une forme de médecine. Je ne dis pas toujours des médecins, je ne leur jette pas la pierre, je veux dire, voilà, il y a plein de choses qu'on fait inconsciemment et je ne leur en veux pas de m'avoir fait souffrir parce que je me suis fait souffrir d'abord moi-même. Mais si j'étais médecin, si les gens venaient me voir dans mon cabinet, je leur dirais, pourquoi êtes-vous malade? Le plus beau cadeau qu'on puisse dire à quelqu'un qui ne va pas bien, c'est pourquoi tu ne vas pas bien. Voilà. Aux États-Unis, en formation en médecine naturelle, on m'a toujours dit « don't fix people ». C'est « don't fix people », ça veut dire ne soigne pas les gens, mais pose-leur des questions pour qu'ils puissent se soigner par eux-mêmes. Après ça, on peut les soutenir, les guider. Mais si on veut que quelqu'un soit en bonne santé physique, mentale, spirituelle, psychique, il faut que les gens trouvent les clés par eux-mêmes. Voilà. Et ici, alors je vais relativiser par rapport à ce projet ici. Bon, ce que je raconte là, c'est parce qu'on est dans l'interview, mais je n'enquiquine pas mes élèves en permaculture sur ce sujet, sauf que je leur pose souvent des questions existentielles sur leur vie financière, sur leur santé mentale, leur santé physique, sur leur vie affective et leur vie professionnelle. Je leur pose quelques questions et je leur dis, j'ai pas besoin des réponses. Et souvent le lendemain, ils viennent me retrouver en me disant « Waouh, on a reçu un grand coup de pied au cul, ou on n'en a pas dormi de la nuit. » Parce que ce sont des questions que moi je me suis un jour posées. Est-ce que je suis heureux là où j'habite? Est-ce que je suis heureux avec ma femme? Est-ce que je suis heureux dans ma relation avec mes enfants? Est-ce que je suis heureux de ma situation financière? Est-ce que je suis heureux de ma situation émotionnelle? Et la réponse a été non à toutes les questions. Bon, après ça je fais quoi? Est-ce que je suis un imposteur de moi-même, ou est-ce que je me dis, bon, ben je fais face avec courage. Je pense qu'il faut tous avoir une année dans la vie, faire preuve de courage. Et l'enjeu en vaut la chandelle parce que ça permet de vivre pleinement la vie par après. Et parfois, aller voir la face un peu cachée, la face sombre de la vie nous permet de revenir dans quelque chose de plus léger, plus lumineux. Ce que je dis là, c'est du sens commun, beaucoup de gens le savent, mais c'est bien d'avoir parfois une répétition, une redite, de se dire qu'on n'est pas complètement fou et qu'on est nombreux parfois à se dire ok, d'avoir cette lueur d'espoir. J'aime bien, quand on parle de permaculture, on parle de la lueur d'espoir. Et là aussi c'est un sujet sur lequel j'ai envie de donner un témoignage. Beaucoup de gens aujourd'hui sont découragés. Beaucoup de gens sont défaitistes par rapport à la pollution, par rapport que rien n'était possible. Mais par rapport voilà, au manque d'éthique dans le monde politique notamment, le monde économique, il y a un déficit d'éthique crucial qui est un des grands enjeux de la planète. Pas que, mais c'est en tout cas un souci qu'on a aujourd'hui, c'est l'éthique, valeur éthique. Je n'ai pas parlé de morale, mais de valeur éthique. Et je leur dis, ok, je comprends que vous soyez découragés, que vous soyez défaitistes, mais s'il n'y a plus de l'optimisme, de l'espoir, qu'est-ce qui nous reste? Imaginons qu'on soit 7, 8, 10 milliards à être pessimistes. Voilà, mais si on était 10 milliards d'optimistes ou 7 ou 8 milliards d'optimistes, ça changerait complètement la planète. Et là, je crois qu'on retouche aux fondamentaux de l'éducation, c'est qu'on devrait pouvoir réenseigner l'optimisme, pas l'optimisme béat, mais l'optimisme naturel que l'humanité a. Il faut savoir que nous sommes tous des êtres à la naissance généreux et altruistes, il y a des études qui l'ont démontré, et je crois que l'enjeu, et notamment du système scolaire, et même au-delà, c'est de rester en contact avec notre générosité, notre cœur et notre altruisme, parce que c'est gratos en plus, et que ça donne de l'énergie. Et puis j'ai l'impression que, de par l'attitude que toi tu adoptes, c'est un peu contagieux aussi. Dans les deux sens. Mais bien sûr, la question que je pose souvent aux personnes, est-ce que vous aimez être attiré par des gens qui vous tirent la gueule, qui râlent tout le temps, ou est-ce que vous aimez être attiré par des gens qui ont toujours la banane, qui ont toujours le mot pour faire plaisir, qui sont toujours prêts à donner un petit coup de pouce, qui sont toujours en joie, en enthousiasme? Puis tout comme dans le témoignage que tu as donné dans l'e-book, au sujet de la créativité, de son chemin de vie. J'aime bien donner l'image de
d'un petit jardin qu'on a avec une seule jolie pâquerette ou bien un énorme dépotoir qu'on a à côté. Il vaut mieux un petit jardin avec une seule belle petite pâquerette parce que quelque part on ne sait jamais qui va passer sur le chemin à côté en se disant bah, tiens j'ai une plante très rare à installer quelque part et si je dois l'installer quelque part je vais choisir l'endroit tel que ce petit jardin avec cette jolie pâquerette. Et donc c'est un peu pareil, j'ai l'impression dans les rencontres ou bien dans les projets, qu'ils soient professionnels ou bien dans les rencontres humaines, on a envie d'aller confier ou d'aller partager quelque chose qui est créatif ou bien qui est précieux auprès des personnes qui prennent déjà soin de leur petite pâquerette. Eh bien en fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est aller vers les gens qui ont de l'enthousiasme, aller vers les gens qui ont de la joie, ça va vous tirer vers le haut et c'est communicatif. C'est simplement contagieux. C'est exponentiel, ça n'en finit plus. C'est contagieux et si on a en plus des gens qui ont la chance d'avoir découvert les accords Toltec, c'est-à-dire qui parviennent à appliquer ce que j'appelle un enseignement essentiel de vie, hein, donc d'avoir une parole impeccable, de ne pas faire de suppositions, d'être capable de faire toujours de son mieux et puis faire place au silence. J'ai le sentiment aussi qu'avec tous ces petites clés, ça permet aussi de mieux vivre les hauts et les bas qui font partie de la vie comme dans la nature. Oui. De mieux les accepter. Je crois que quand on est dans le creux, ce qui fait le plus de bien, moi ce qui m'a fait le plus de bien dans mon adolescence rebelle, turbulente et lourde, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, ça a été là où les quelques personnes, rares personnes que j'ai rencontrées qui ne m'ont pas jugé. C'est ces personnes-là qui sont toujours dans mon cœur, qui m'ont fait le plus de bien, des gens qui m'ont pris tel quel, sans me juger. Et ça, c'est aussi une qualité exceptionnelle. C'est de rencontrer et d'aller vers des gens qui ne jugent pas. On est dans un monde, en fait, qui fait son commerce sur le jugement, sur la comparaison, le comparatif. Le monde économique est basé sur la compétition et le jugement. L'éducation à l'école aussi. Ouais. Voilà. À partir du moment où on est dans la bienveillance et dans l'acceptation, l'accueil, c'est pour ça qu'avoir une vérité, c'est assez ridicule, parce que qui suis-je pour avoir une vérité ou avoir raison et toi avoir tort, et vice-versa. Je crois que là aussi, l'éducation à la différence et à l'enrichissement par la différence est une clé. Et il y a encore énormément de travail à se faire à ce niveau-là, parce qu'on a tellement de croyances, on a un système de croyances qui est extrêmement contaminé dans cette société. Et on a besoin de croyances pour vivre, on a tous des croyances. Mais je pense que là aussi, on a une grande clé, c'est d'aller vers... si on pouvait enseigner cette capacité à remettre nos croyances en question, je pense qu'on pourrait vraiment modifier le destin de cette planète. Je dirais même beaucoup de gens qui se sentent seuls, incompris et pas entendus dans leurs milieux familiaux, sociaux, professionnels, parce qu'ils ont une lumière en eux, ils ont de l'intuition notamment. Ça aussi, c'est une clé, c'est vraiment faire confiance à nos intuitions. Et c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille, qui peut vraiment être exponentiel et infini d'ailleurs. Et j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui se sentent seules ou pas entendues ou pas comprises, vous n'êtes pas seuls. Et si on se moque de vous, simplement accueillez simplement le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans cet éveil, que moi j'ai été dans une période de ma vie dans du non-éveil aussi. Moi j'étais un être endormi, j'ai eu des périodes de régression dans ma vie où j'ai l'impression que, je vais être un peu dur par rapport à moi-même, j'avais un encéphalogramme plat, j'étais voilà, endormi, et donc je ne juge pas les gens qui sont dans une forme d'endormissement. Je dirais que c'est plutôt une forme positive d'incubation. Moi je suis devenu maraîcher, quand on plante des graines, tous les jours je regarde et je me dis tiens, c'est toujours pas germé. Mais voilà, il y a des graines qui mettent du temps à germer, il y en a qui vont très très vite. Ça dépend aussi du biotope. Il y a des biotopes qui font germer beaucoup plus rapidement que d'autres. Pour les humains, c'est la même chose. Il y a des biotopes familiaux qui font pousser plus vite que d'autres. Il n'y a pas de mauvais milieu, c'est qu'est-ce qu'on en fait après aussi. Mais pour toutes ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, allez vers les endroits où les gens vont vous accueillir avec votre différence, voir votre vision. Parce que ça aussi, c'est une chose qu'on peut avoir en soi, c'est avoir une vision de choses à réaliser, et même immatérielles. Et d'oser la partager pour justement se rapprocher des personnes qui peuvent
en bénéficier ou qui peuvent y contribuer. Justement, c'est ce qu'on fait ici, c'est d'accueillir les gens et de dire écoutez, ici on est dans une terre de... D'ailleurs la commune ici, le slogan de ma commune c'est la commune de Theux, c'est une terre de liberté. Terre de liberté et ici on se sent profondément libre, c'est quelque chose libre, libre de penser, libre de dire, libre d'accueillir, libre de partager, libre de faire ce qu'on a envie de faire, vraiment. C'était... dans d'autres vies professionnelles où j'étais dans des bureaux enfermés, plein de gens pourront se retrouver là-dessus. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et je vous rassure, c'est normal, mais vous pouvez vous en libérer progressivement. Il y a moyen de se libérer de ça et d'aller vers, je décide, c'était un de mes rêves d'ailleurs, c'est de pouvoir sortir dehors quand je veux. Voilà, de sortir de mon bureau quand je veux pour être dans la chlorophylle. Respecter ton rythme naturel, ouais. Comme les saisons, quelque part. Voilà. D'ailleurs, tu m'as parlé à un moment justement de cette importance d'être en lien avec ces saisons. Oui. Ben justement, les saisons... Alors, pour les femmes, ce sera beaucoup plus le cycle hormonal que les hommes, parce que vous avez des saisons tous les 27 ou les 28 jours, ça dépend de la lune. Et donc, vous les femmes, vous avez beaucoup plus de proximité, d'ailleurs avec le vivant, par ce rythme-là. Nous, les hommes, on peut avoir aussi ce rythme-là, mais par d'autres canaux de conscience, parce qu'il n'y a pas de raison que les hommes n'aient pas ce lien avec les saisons. Mais la vie, c'est des saisons. Même en Équateur, où les saisons sont moins marquées que chez nous, parce qu'on est sous une autre latitude, on a quand même des saisons. Il y a des moments où on apprécie le soleil parce qu'on a eu la pluie. Et c'est d'accepter les rythmes d'humeur, d'hormones, de rencontres. Et une fois de plus, on est dans les pulses. Comme les vagues oui, de la mer. Complètement. En permaculture, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les patterns, les structures, le patterning. La vie, il y a des structures, l'univers est une structure, il y a des structures, même si elles paraissent chaotiques, il y a des structures. Quand on observe la nature, il y a énormément de structures. C'est très intéressant, on s'en inspire beaucoup en design permaculturel. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et la vie, c'est une saison, par contre, ce qui est comment dirais-je, dysfonctionnel, c'est quand on reste que dans l'hiver, par exemple. Hein. L'hiver, c'est une saison, il faut savoir que les gens ignorent que la neige, par exemple, est nécessaire à la régénération des sols, mais si on avait de la neige 12 mois par an, on serait dans un désert blanc. Donc, après la neige, il faut autre chose. Et la vie, c'est ça aussi. Si vous êtes dans une dépression tout au long de votre vie, c'est qu'il y a un nœud à défaire. Quelqu'un qui est dans l'exaltation et la joie excessive est aussi dans un extrême. Je rencontre des gens comme ça aussi. Mais donc, on est dans des déséquilibres. L'équilibre passe par le mouvement permanent. C'est un peu la seule chose qui est permanente d'ailleurs. Voilà, c'est le déséquilibre. Par contre, il y a une différence, il y a une différence entre un équilibre et un déséquilibre profond. Parce qu'un équilibre est un déséquilibre. Mais ce qui est problématique, ce sont les excès. Ce qui est excessif. Parfois, l'excès est aussi source d'enseignement. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'aller dans les excès pour revenir à un équilibre. Et ça, c'est le mystère. J'en reviens au mot que j'avais prononcé au départ, c'est les destins. Alors, je n'ai pas la clé pour dire si les destins sont écrits, si on a un contrôle sur nos destins. Là, je laisse d'autres philosophes, peut-être beaucoup plus érudits que moi, se prononcer là-dessus. La permaculture, c'est un sujet qui me tient fort à cœur, évidemment, parce qu'on en parle de plus en plus. Que ce soit dans le film Demain par exemple ou dans pas mal de films alternatifs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on nous prend encore pour des doux rêveurs. C'est un jugement qui ne m'affecte pas parce que la permaculture a toujours existé sur la planète. Donc pour l'ego des permaculteurs, j'ai envie de dire, voilà, on n'a rien inventé, simplement c'est un outil conceptuel extrêmement puissant qui va probablement, je reste toujours prudent, j'aime bien parler au conditionnel parce que je fais toujours attention aux certitudes, mais qui va probablement guérir la planète, mais qui va guérir la planète dans son ensemble, c'est-à-dire qui va guérir l'humanité et les écosystèmes. C'est un système conceptuel d'une puissance inimaginable, créative, qui peut changer la vie d'un être humain. D'ailleurs, c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce centre ici, dans ce site de démonstration en permaculture, dans cette micro-ferme en permaculture, c'est que c'est un endroit non seulement qui peut changer la vie du village, qui peut changer la vie de mes enfants et de nos futurs arrière-petits-enfants ou ceux qui prendront cette terre, parce qu'en fait, le projet ici, je ne suis qu'un dépositaire qui n'est que dans le temps d'un battement de cils dans l'histoire de l'humanité et
Et c'est aussi un projet qui va probablement transformer la vie des gens qui y passent, que ce soit pour une heure, une visite. Je reçois des écoles, je reçois des jeunes, je reçois des gens pour un week-end, une journée, voire parfois des formations. Petits grains, Voilà. Qui n'est que oui, ce petit grain, cette petite étape, mais qui est aussi une sorte de sanctuaire de temps pour soi, pour se poser des questions sur la vie, la planète, où on va collectivement, seul, avec les autres, sur tous les plans. Et la première fois que j'ai entendu le mot permaculture, c'était il y a une dizaine d'années par mon papa, qui est toujours un homme qui a toujours souvent une longueur d'avance au niveau vision, innovation. Et le mot résonnait bien. Il y avait quelque chose qui m'a... Je me suis dit là, je vais aller explorer ça. Et puis, je me suis énormément formé, et je n'arrête pas de me former. D'ailleurs, les permaculteurs sont des gens qui n'arrêtent pas de se former. Et donc ici, on a la volonté de démontrer qu'on peut sauver, et je dis bien le mot sauver, l'agriculture de demain, et le monde agricole de demain, qui est en perdition aujourd'hui. Alors, tout le monde ne s'en rend pas encore compte, mais bon, en France, pour le moment, il y a plus de 2 suicides par semaine. En Belgique, on a des suicides très régulièrement aussi dans le monde de l'agriculture. Il y a des faillites. En Belgique, nous avons perdu 68% de nos fermes depuis les années 60. En France, ils ont perdu, je crois, plus de 3,5 millions d'agriculteurs, quasiment 4 millions d'agriculteurs aussi depuis les années 60. Donc la question c'est, qui va nous nourrir demain quand le pétrole sera à des prix inaccessibles ou raréfiés, ou les deux, en sachant que toute l'alimentation, ou quasiment toute l'alimentation aujourd'hui, qui est notre quand même premier besoin avec dormir, boire et aimer être aimé, mais manger est quand même notre premier besoin vital. Comment on va faire pour se nourrir en sachant que l'alimentation vient essentiellement, en gros, enfin, il faut dire même en Belgique, en France, en Suisse, de l'export, que ça demande énormément de pétrole pour être produit. On fera comment? Et que la jeune génération actuellement perçoit l'agriculture comme quelque chose de péjoratif, à part voilà, les jeunes qui commencent à s'immiscer dans la permaculture et à se former, qui sont déjà conscientisés dès le début. Mais malgré tout, il y a une grosse partie de la jeune génération qui n'est pas très tentée par l'agriculture. Alors j'ai envie de dire oui, pour une raison très simple, c'est qu'on utilise les mauvais mots. Ouais. Quand les gens me disent « Tiens, tu as une exploitation agricole », je dis « Non, je n'ai pas une exploitation agricole, je ne suis pas un exploitant agricole, je n'exploite à rien, ni personne. Ici, c'est une ferme paysanne à vocation post-pétrole, biodynamique, et on réintègre le beau et l'harmonie dans la vie. Donc ici, je n'ai pas l'impression de bosser, même si j'y passe beaucoup de temps. C'est mon lieu de vie, c'est mon lieu d'épanouissement, le mien et ceux de ma famille et de ceux qui la visitent. Et on est extrêmement productif et de plus en plus productif. Donc en fait, c'est un métier noble. Nourrir les autres est un métier, pour moi, d'une noblesse, d'une beauté remarquable. Et on peut y venir à 40 ans, 50 ans, on peut y venir sur le tard. Ceci dit, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'installent aujourd'hui, qui veulent relancer des micro-fermes, même à l'âge de 20 ans. Et puis pour ceux que ça trouve rébarbatif, moi j'ai aucun problème avec ça. On n'a pas besoin que de maraîchers, de paysans, d'agriculteurs, d'éleveurs. On a besoin de tous les métiers. On se réapproprier cette notion de besoin primaire et d'être autonome dans le fait de s'approvisionner. Voilà, donc ici on a quand même, on est sur une anticipation sociétale. Il y a un livre que je recommande pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Il y en a 2 que je recommande. C'est le livre de Charles et Perrine Hervé-Gruyer qui s'appelle Permaculture. C'est nourrir l'humanité, guérir la planète. Et celui de Pablo Servigne, c'est Nourrir l'Europe en temps de crise. Ce sont des gens qui donnent des chiffres extrêmement précis sur ce qui nous attend. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir des gens qui viennent avec des faits et des solutions. Mesurées, mais avec des actions derrière. Le film Demain a eu, hormis le fait qu'il a été extrêmement bien communiqué et marketé, c'est un film en fait qui apporte des bribes de solutions, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'il y a dans le film. Il y a aussi le film En quête de sens d'ailleurs, qui est excellent à ce sujet. Les gens ont besoin d'avoir des solutions. Les gens sont pas, faut pas prendre les gens pour des idiots. Les gens savent qu'il y a un problème. Je veux dire, les taux de cancer explosent. Les gens se rendent compte que les médias, en grande majorité, sont extrêmement manipulants. Tout le monde n'est pas équipé pour décoder, malheureusement, les médias.
Mais voilà, on essaie de nous faire avaler des choses absolument tellement énormes qu'aujourd'hui, on a envie de dire aux hommes et aux femmes politiques, écoutez, allez vers l'authenticité, parce que de toute façon, si vous nous racontez des énormités, ça finit par se savoir. Et pourquoi ne pas faire de la bonne gouvernance politique avec de la bienveillance dans l'intérêt de tous, parce qu'on a besoin de gouvernance aussi, de politique. Et je crois qu'on arrive à une saturation au niveau de la pollution chimique qui est phénoménale. Je crois qu'on n'a pas complètement capté la chose. Je crois qu'il n'y a pas encore eu assez de cancers, malheureusement, je le dis franchement, et de dépression. Il y a tellement de gens qui sont ici, même dans nos pays comme la France et la Belgique, tellement de gens qui sont sous antidépresseurs, qui sont sous anti-anxiolytiques. C'est pas normal. Vous n'êtes pas venu sur la planète pour vous bourrer de chimie qui pollue. On penser que c'est presque normal. Mais je pense qu'heureusement, c'est quelque part une bonne chose que beaucoup de personnes sachent regarder en face qu'ils ne vont pas bien, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Et qui sont en chemin vers une modification de leurs habitudes. Je ne dis pas que c'est pas normal de ne pas être bien. Moi, dans ma vie, il y a des moments où j'étais très mal. Au niveau, aussi malade. J'ai été très très mal psychologiquement. J'ai été très gravement malade aussi au niveau santé, paralysé, une polyarthrite généralisée, enfin complètement paralysé avec des souffrances énormes, des antidouleurs qui ne fonctionnaient même plus. Donc j'ai connu la grande souffrance physique et psychologique, le grand manque financier aussi. Donc voilà. C'est pas anormal de passer par là. Par contre, ce qui est anormal, c'est que ce soit énorme. C'est qu'à un moment donné, la seule solution qu'on ait, c'est de doper les gens de chimie, parce que ça, c'est un cul-de-sac. Ça ne guérira jamais les gens. Alors, en cas de crise, oui, mais sur le long terme, non. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que réveillez-vous avant qu'on soit tous avec des cancers à l'appel. Il y a énormément à faire, et c'est un sujet sur lequel je vais aussi être intarissable sur les solutions. Mais la solution, c'est que les gens se réveillent et se mettent à commencer à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on leur raconte, dans les médias, à l'école nécessairement. Donc, faites-vous des opinions. J'adore le 5e accord Toltec, d'ailleurs, qui est soyez toujours sceptiques, mais apprenez toujours aussi à écouter. La permaculture notamment, donc le principe de pensée de la permaculture, quand il est appliqué à l'économie, peut démontrer qu'on peut avoir une économie qui fonctionne comme un écosystème en équilibre. Tout le monde est gagnant. Dans un écosystème, tout le monde est gagnant. D'ailleurs, la nature, elle peut se passer de l'humanité, mais l'humanité ne peut pas se passer de la nature. Rien que ça démontre que si nous, on parvient à déséquilibrer, en gros, à mettre on va dire le merdier dans la nature, c'est qu'on a un problème, c'est que nous sommes le problème. Le jour où l'humanité disparaît, alors aujourd'hui, c'est dingue, c'est que l'humanité ne peut pas disparaître. Tu sais pourquoi ? Parce que si l'humanité disparaît, toutes les centrales nucléaires vont partir en surfusion et la Terre va complètement partir, c'est fini, on va continuer à contaminer après nous le reste du vivant. Alors si nous on disparaît, bon c'est moche pour l'humanité, mais c'est pas moche pour la Terre. Mais si nous parvenons à faire l'extinction du vivant sur la planète en disparaissant nous-mêmes, donc le destin il est pour tout le monde, on doit rester en vie. Donc si on a tous des cancers, on est mal parce qu'il faut toujours des gens dans les centrales pour les tenir à jour et peut-être même un jour les éteindre et passer à autre chose. Donc on sait très bien que si les centrales nucléaires, si l'humanité disparaît, les centrales nucléaires vont finir par imploser et contaminer le reste. Et bon Dieu, cette beauté de planète, elle n'a pas demandé à ce qu'on la détruise, quoi. Donc moi j'ai été dans ma vie, c'est pour ça que je ne juge pas les gens qui polluent la planète, parce que j'ai été un pollueur de la planète. Là j'ai envie de dire mea culpa, pardon à l'univers. Et ce que je fais aujourd'hui... les clés, les informations que vous pouvez... Voilà, mes parents non plus, mes arrière-grands-parents non plus. Donc en fait, j'ai reproduit des schémas mortifères, délétères. Et ce n'est pas de la faute de mes parents, ce n'était pas de ma faute. Mais à un moment donné, il y a eu un réveil, il y a eu des prises de conscience. Une observation, oui. Voilà, il y a eu des événements dans ma vie, des belles rencontres, et des événements où je me suis posé des questions en me disant, mais qu'est-ce que moi finalement je rends à la planète ? Et en fait, je me suis rendu compte que dans une bonne partie de ma vie, je ne faisais que prendre. Et c'est très intéressant parce que je prenais, mais je n'étais pas heureux. Donc je me suis dit, oula, même quand j'ai pas mal d'argent, quand tout va bien, je ne suis pas profondément heureux au fond de moi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe énormément pour le moment comme témoignage, justement. Je prends, j'ai tout ce qu'il faut, mais au final... Voilà. Et donc, c'est quoi la clé ? Eh ben, la clé, je pense que c'est, en ce qui me concerne en tout cas, ça fait partie de ce que je fais ici, c'est peut-être de rendre à la planète ce que je lui ai pris. Parce que, qu'est-ce que les autres penseront après ? Je veux dire, mes enfants, quand ils diront, punaise, le vieux, il a laissé un tas de crasse dans le jardin, quoi.
C'est une métaphore, je veux dire. Quand je pense que... la métaphore. Mais non, mais quand je veux dire, les gens vont se dire, punaise, c'est quoi ce truc à moins 500 mètres où on a des hectares de déchets nucléaires, des gens qui sont plus là depuis 500 ans, 1000 ans, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme crasse? Quelle bande de salauds, quelle bande d'égoïstes, c'est horrible. Et si les gens pouvaient apprendre, pour moi la clé qui peut changer le monde, c'est l'empathie. Donc si on pouvait avoir de l'empathie pour les générations futures, on ne ferait pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ou alors, si on a de l'empathie pour les générations futures, on guérit la planète aujourd'hui. Imaginez que nous, aujourd'hui, toi et moi, on est en train de se dire, on est avec des compteurs Gégère, on a des becquerels partout, on est contaminé parce que les anciens, en fait, étaient profondément égoïstes. On aurait, je crois, énormément de colère, énormément de rage. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont énormément de colère, énormément de rage par rapport à l'injustice, par rapport au déni dans le monde dans lequel on est, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier. Et donc, j'ai envie de donner une des clés encore d'un des cofondateurs de la permaculture, qui est Bill Mollison, qui a dit que peut-être que l'acte éthique le plus important qu'on puisse faire dans notre vie, le choix éthique le plus important, c'est prendre la responsabilité de notre vie et de celle de nos enfants. Et il a rajouté en plus quelque chose que j'adore, c'est dans un monde de plus en plus complexe, les solutions sont honteusement simples. Oui. En fait, j'ai envie de partager une clé, parce que j'ai envie de partager ce que j'appelle des clés de réussite, ou la voie de la réussite. Il y a une chose que je souhaite sincèrement aux gens que je rencontre, c'est de réussir leur vie, quoi qu'ils fassent. Leur vie affective, leur vie financière, leur vie professionnelle, peu importe. Je leur souhaite de tout cœur de réussir leur vie. Et je pense que quand on est dans... Je dis souvent je pense, mais vraiment c'est quelque chose qui est en moi, qui est une conviction, c'est que quand on souhaite, avec authenticité, avec cœur, le meilleur pour les autres, les gens le sentent et ils nous le rendent bien. Donc c'est-à-dire c'est cette notion en fait qui est à l'encontre du mode de pensée occidental, économique, c'est prendre un maximum et donner le moins. Donc pour devenir riche, et là on peut aussi parler de ce que c'est la richesse, mais et on n'emportera jamais... je dis toujours, le jour où vous aurez faim, vous ne mangerez pas vos bagnoles, hein, ni vos maisons et quoi que ce soit, mais si vous voulez vraiment, et même si vous désirez d'être riche financièrement, bon, imaginons, eh bien je vous souhaite de le souhaiter aux autres, parce que riche tout seul, ce n'est pas possible d'abord, et il y a aussi une croyance sur le manque, sur ce que l'argent est limité, etc. Alors c'est un autre débat sur lequel on pourrait disserter pendant des heures, qui moi me fait bien rire. Mais si vous souhaitez sincèrement aux autres une forme d'abondance, eh bien, moi je l'expérimente vraiment. L'univers, l'humanité vous le rend. La nature est extrêmement généreuse, la nature est extrêmement abondante. Et ce projet-ci, qui est un projet profondément authentique, c'est un projet qui est porté par le cœur, par l'authenticité, les gens le sentent, les personnes le sentent, et elles viennent parce que c'est authentique. L'argent n'est pas le moteur de ces projets-ci. Nous avons besoin d'argent pour réaliser nos projets, mais le projet existe parce que l'argent est au service de la mission du projet. À partir du moment, et je l'ai vécu dans mes vies professionnelles, où on travaille dans des projets, où la mission de l'entreprise, ou la mission d'une personne, c'est de faire que de l'argent, eh bien en fait aujourd'hui, et de plus en plus tu vas voir, ça va dégager de la pauvreté, et même de la pauvreté financière. C'est comme l'eau, l'argent pour moi. Ça doit circuler. L'eau morte, c'est pas bon. Moi, je vous conseille plutôt de boire l'eau d'une fontaine qui vit ou l'eau d'une rivière qui descend d'une montagne qu'une mare qui croupit. Et l'argent aujourd'hui sur la planète, il croupit dans toujours les mêmes mares. Et je crois que l'argent doit circuler au profit, justement. Et c'est même un message pour les gens qui ont de l'argent et qui ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas honteux d'avoir de l'argent. Par contre, ce qui est grave, c'est de le garder pour soi. Donc, la chose la plus valorisante qu'on puisse faire dans la vie quand on a de l'argent, et même parfois les gens qui en ont le moins sont parfois les plus généreux d'ailleurs, eh bien, faites circuler votre argent dans un projet qui donne un sens à votre âme, à votre mission, à votre cœur, et vous allez voir la gratification en fin de vie que vous aurez, la joie que vous aurez en fin de vie. D'avoir contribué. Et je pense que même, c'est peut-être la meilleure façon quand on s'éteint, quand on donne son dernier souffle, je crois que c'est la plus grande satisfaction que nous aurons,
c'est de ne pas avoir de regrets, c'est d'avoir ce sentiment de la mission accomplie et de mourir avec joie. En anglais, quand j'étais en formation aux États-Unis, c'était « What will be your legacy ?» C'est « Qu'est-ce que vous allez laisser ?» En fait, en gros, la traduction, je ne peux pas la faire littérale, parce que ce n'est pas fin de dire « ce sera quoi ton héritage », mais ce sera quoi ton héritage dans le sens « qu'est-ce que tu vas laisser comme trace sur cette planète ? Qu'est-ce que tu vas laisser aux autres ?» What will be your legacy? J'adore cette phrase parce que c'est une chose que je n'ai jamais entendue dans mon milieu social, que je n'ai jamais entendue. Non. D'ailleurs, on ne parle pas de la mort du tout. Mais par contre, les civilisations des peuples premiers, oui, les Amérindiens, sont tous dans cette dynamique. C'est on emprunte la terre à nos enfants. Bon, alors j'ai l'espoir que nous allons pouvoir réintégrer ça dans notre société occidentale. De cette notion du contact avec le vivant. Et donc une des clés pour moi pour aller mieux, pour ceux qui ne vont pas bien, et pour continuer de bien pour ceux qui le sont déjà, c'était mettez vos pieds nus dans l'herbe tous les jours, allez sentir la nature, mettez vos mains dans la terre, restez en contact avec le vivant. Quand les gens me disent j'aime pas les animaux, j'ai envie de dire écoute, quel dommage, c'est pas de ta faute, tu n'as probablement pas été éduqué avec les animaux, moi j'ai été éduqué avec les animaux, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux pensants. Donc si nous n'aimons pas les animaux, et ce n'est pas un jugement, j'ai envie de dire, c'est quoi l'information? C'est quoi le message? Est-ce que tu t'aimes bien? Pour moi, ne pas aimer les animaux, c'est comme si je dis, j'aime pas la nature, j'aime pas l'humanité, je ne m'aime pas. Donc, voilà, si c'est ton état d'esprit aujourd'hui dans ta vie, c'est ok pour moi. Mais nous sommes faits pour aimer les animaux. Nous sommes faits pour nous aimer les uns des autres. Et donc reconnectez-vous avec votre cœur, ce n'est pas naïf, ce n'est pas fleur bleue d'être dans le cœur. D'ailleurs, si on n'a plus du cœur, qu'est-ce qui nous reste, quoi ?